Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Liana, j'utilise le pronom elle et les accords féminins. Je suis doctorante en sexologie et je coordonne le volet qualitatif du projet Alliance 2S LGBTQIA+. Si tu veux te présenter. Oui, moi c'est Cécile Laroche-Tanguay, pronom et lui en anglais, he, they avec les accords masculins. Je suis auxiliaire de recherche pour le projet Alliance. Je suis aussi un étudiant à la maîtrise en sexologie et je travaille aussi présentement pour l'équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles. Merci. Donc, aujourd'hui, rapidement, là, on va vous parler vraiment de l'analyse critique de politique institutionnelle visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel en milieu collégial. Je vais laisser C faire. Oui, vas-y. Oui, avant de commencer, on voulait faire une reconnaissance territoriale. Donc, on veut souligner que les terres sur lesquelles on se trouve font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Pour ma part, moi, je me trouve sur le territoire ancestral des Kanien'kehá:ka et Alba. Et on veut honorer, on veut respecter, puis on veut reconnaître que ces nations n'ont jamais cédé leurs droits ni leurs autorités souveraines sur les terres et les eaux sur lesquelles on se réunit aujourd'hui. On veut aussi... Oh, pardon. C'est lag de PowerPoint. On veut aussi souligner que les conséquences du colonialisme sur la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones dépassent largement la question de l'appropriation du territoire et de ses richesses. Donc, en effet, selon le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, le traitement infligé aux peuples autochtones qui découle des politiques coloniales a constitué un génocide culturel qui a pris forme de dépossession territoriale, mais aussi identitaire et politique. Donc, les conséquences du colonialisme qui sont enracinées dans l'histoire du Canada marquent aujourd'hui encore les membres des peuples autochtones qui en sont toujours victimes. On veut aussi souligner qu'au sein de notre travail de la chaire VSSMES, ça s'inscrit dans une reconnaissance des violences à caractère sexiste et sexuel subies par les femmes et les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre des peuples autochtones. On veut aussi souligner l'existence, l'histoire et les vécus des personnes bispirituelles. Et ici, si ça vous intéresse, il y a une carte interactive sur natinlev.ca produite par des personnes autochtones pour vous éduquer à ce sujet. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un tout petit mot sur le projet Alliance 2S LGBTQIA+. Donc, c'est un des nombreux projets de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, dont la titulaire est Manon Bergeron, elle l'a nommé. Tu peux mettre la petite animation. Donc, juste à titre d'information pour les personnes qui ne seraient pas tellement au courant, l'acronyme 2S LGBTQIA+, réfère aux personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et en questionnement, intersexes et asexuels et plus. C'est un acronyme que vous pouvez voir avec plusieurs variations, qui est souvent utilisé pour référer aux personnes de la diversité sexuelle et de genre, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas exclusivement cisgenres et hétérosexuelles. Je peux enlever l'image. Merci. Alors, le projet Alliance, c'est un projet qui est financé par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres du Canada. Puis comme tous les projets de la chaire, le projet regroupe plusieurs chercheurs et plusieurs partenaires institutionnels et communautaires. C'est un projet en 2 grands volets. Puis les principaux objectifs sont de documenter les expériences de harcèlement et de violence à caractère sexuel vécues par les étudiants et étudiantes de LGBTQIA+, en milieu collégial. Aussi documenter les expériences de signalement de ces événements-là au sein de l'institution. Et aussi, on veut documenter de quelle manière est-ce que les mesures institutionnelles prévues et appliquées sont adaptées aux réalités et aux besoins des étudiants et étudiantes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, l'analyse qu'on vous présente aujourd'hui fait partie de mon projet doctoral qui est dirigé par Manon Bergeron et qui s'inscrit dans le projet Alliance. Alors, c'est rapido, la présentation, on va faire une intro, on va vous présenter la question de recherche, la méthodologie de l'analyse des politiques. Donc, on ne va pas vous présenter la méthodologie complète
du projet Alliance, mais si jamais vous avez des questions, on pourra y répondre certainement. On va vous présenter les résultats et quelques réflexions, puis des recommandations. Et tout au long de la présentation, si jamais vous voyez dans les diapos ou si jamais vous nous entendez utiliser ces acronymes-là, donc VAX et DSG, juste parce que des fois, ça rend le tout un peu plus rapide, mais juste pour vous dire à quoi ça fait référence. Là, donc, VAX, c'est violence à caractère sexuel et DSG, c'est diversité sexuelle et de genre. Alors, la lutte aux violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur a vraiment pris un tournant en 2017 lors de l'adoption de la loi 22.1 qui s'intitule « La loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur ». C'est vraiment important de rappeler que l'adoption de cette loi-là, c'est le fruit du travail de beaucoup de personnes, principalement des personnes militantes, des associations étudiantes, des chercheurs aussi, mais qui ont travaillé pendant des décennies vraiment pour mettre de l'avant l'importance de cette problématique-là. Donc, dans le cadre de l'adoption de la loi, en 2016-2017, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mené des consultations auprès d'un certain nombre de personnes et de groupes concernés, comme justement les assos étudiantes, les syndicats, des chercheurs, des personnes qui ont subi des violences à caractère sexuel également. Puis, ces consultations-là ont permis de mettre de l'avant plusieurs enjeux, plusieurs préoccupations des personnes concernées, mais aussi des enjeux et préoccupations pour les personnes, les populations marginalisées. Alors, tout ça, ça a vraiment contribué à établir certaines balises qui ont finalement été incluses dans la loi. Je vais y revenir un petit peu. Donc, la loi 22.1 oblige tous les établissements d'enseignement postsecondaire du Québec à se doter d'une politique explicite de prévention de la violence sexuelle. Puis, dans cette voie-là, la violence sexuelle est définie comme toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l'agression sexuelle, et toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirée, incluant celles relatives aux diversités sexuelles ou de genre, exprimées directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. Bon. Les politiques doivent prévoir des mesures articulées autour de 4 axes. Donc, la sensibilisation, la prévention et le développement des connaissances, pardon. Ensuite, le traitement des signalements et des plaintes, l'accompagnement des personnes et la sécurité des personnes. La loi 22.1 stipule également qu'il est nécessaire de tenir compte des besoins des groupes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur, notamment les personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est un point qui est vraiment important parce que les mesures pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel, dont les politiques institutionnelles, sont effectivement souvent mal adaptées aux besoins des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Pourtant, les politiques sont vraiment importantes pour tout le monde, mais particulièrement pour les populations marginalisées, dont les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Selon la littérature, ce qu'on voit, c'est qu'elles peuvent favoriser la réussite scolaire, elles peuvent contribuer à leur sentiment de sécurité sur le campus, rehausser leur confiance envers l'établissement aussi. Évidemment, les politiques ne garantissent pas la manière dont les mesures vont être appliquées, mais elles servent de guide, elles proposent des balises à respecter, notamment en définissant précisément les concepts centraux, puis en explicitant les processus concernés, par exemple, le processus de comment faire une plainte. Les politiques sont aussi un moyen de véhiculer les valeurs et les normes de l'établissement. Donc, pour les étudiants et étudiantes de la diversité sexuelle et de genre, les politiques peuvent vraiment avoir une valeur symbolique importante. Par exemple, lorsqu'elles mentionnent spécifiquement l'identité de genre et l'orientation sexuelle comme des motifs interdits de discrimination. La présence de politiques adaptées peut les aider à se sentir soutenus par l'établissement et servir de justification pour la mise en place de certaines mesures. Donc, mais pourquoi, tantôt je vous dis, les politiques sont mal adaptées aux personnes de la diversité sexuelle et de genre, pourquoi? Eh bien, parce qu'elles peuvent véhiculer des normes et des notions
hétéro-cis-normative. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hétéro-cis-normativité? Donc, c'est vraiment une combinaison des mots hétéronormativité et cis-normativité. Puis, ça représente un système hiérarchique dans lequel les personnes hétérosexuelles et cisgenres sont vues comme normales et comme possédant des privilèges. C'est un système de pression qui entraîne la présomption que tout le monde est et devrait être hétérosexuel et cisgenre. C'est un système aussi qui supporte la binarité des genres, la binarité de l'orientation sexuelle et la concordance entre le genre, son expression, les rôles de genre et son désir aussi, c'est-à-dire l'orientation sexuelle. Quand on parle d'hétéro-cis-normativité, on s'intéresse au sexisme, au cissexisme et à l'hétérosexisme, qui sont tous des systèmes de pression qui touchent les personnes de la diversité sexuelle et de genre de manière disproportionnée, d'autres personnes aussi, mais surtout. Donc, c'est un système qui est omniprésent dans la majorité des institutions, incluant les établissements d'enseignement postsecondaire. Ça peut être perpétué à travers la recherche, à travers les politiques institutionnelles, les programmes de prévention, les campagnes de sensibilisation, les médias, etc. Les politiques institutionnelles peuvent véhiculer des notions et des normes hétéro-cis-normatives de différentes manières. La principale manière, ce qui revient le plus dans la littérature dans ce qu'on a lu, c'est quand les définitions véhiculent une conceptualisation hétéro-cis-normative de la violence sexuelle. Merci. Donc, c'est-à-dire qu'on conçoit la violence sexuelle comme se passant nécessairement dans un contexte hétérosexuel et où la victime est une femme cisgenre et où l'agresseur est un homme cisgenre. Cette conceptualisation-là, elle a pour effet d'invisibiliser les autres contextes. Par exemple, un contexte où la personne victime est un homme, où la personne qui agresse est une femme, un contexte où il y a une violence qui se produit entre personnes du même genre. Puis, ce que ça a comme effet, c'est que ça rend la violence plus difficile à reconnaître pour celles qui la subissent lorsqu'elles ne correspondent pas à ces modèles-là, mais aussi plus difficile à reconnaître pour les professionnels auxquels ces personnes-là peuvent faire appel pour recevoir de l'aide. L'hétéro-cis-normativité peut aussi se retrouver dans les exemples de manifestations de la violence. Par exemple, si on n'inclut que des exemples qui concernent des contextes hétéros, mais ça peut aussi se retrouver là, dans le langage utilisé de manière vraiment générale. Donc, toutes les manifestations de l'hétéro-cis-normativité contribuent à perpétuer certains mythes et certains préjugés concernant les violences sexuelles. Et ça peut vraiment faire obstacle, comme je l'ai dit, à la reconnaissance des gestes ou des situations de violence à caractère sexuel pour soi, mais pour les autres aussi. Donc, tout ça nous mène un peu à la question de recherche. Donc, finalement, c'est que dans le contexte récent de la loi 22.1 et dans l'objectif large d'examiner l'adéquation des mesures institutionnelles visant à prévenir et contrer les VAX aux besoins des étudiants et étudiantes de la diversité sexuelle et de genre, mais aussi dans l'objectif de comprendre si et comment les politiques reproduisent certaines oppressions envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. La principale question qui a guidé notre analyse, c'est comment se manifeste l'hétéro-cis-normativité dans les politiques. Alors, pour répondre à notre question, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est une analyse critique intersectionnelle. Donc, on s'est largement inspiré d'autres analyses de politique institutionnelle sur les violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur qui ont été faites dans les 7 dernières années. J'en ai identifié 3 principales qui ont vraiment utilisé sensiblement la même méthodologie au Canada et aux États-Unis. Une analyse critique, ça veut dire qu'on s'intéresse au rapport de pouvoir et au système d'oppression.
Puis le but de l'analyse critique, c'est vraiment de voir comment un texte ou un discours produit ou reproduit certains rapports de pouvoir, certaines oppressions. L'approche intersectionnelle, elle aussi, elle s'intéresse justement à ces rapports de pouvoir et systèmes d'oppression. Puis elle cherche aussi à examiner la présence et les impacts de plus d'un système d'oppression à la fois. Donc, dans notre analyse, un des objectifs, c'est de voir comment les politiques peuvent entretenir des normes hétéro-cis-sexistes et engendrer ou supporter des discours ou des pratiques discriminatoires pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. On s'est intéressé vraiment au sexisme, au cisexisme, à l'hétérosexisme et au croisement entre les différents systèmes d'oppression. Pour composer notre corpus, si on veut, donc les politiques qu'on visait, qu'on voulait inclure, ça devait être des politiques spécifiques pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel en milieu collégial. Les politiques incluses dans notre analyse devaient être disponibles en français et elles devaient être accessibles directement via le site web de l'établissement. C'est censé être le cas de toute façon, là, selon la loi. Donc, nous, on inclut les établissements collégiaux publics et privés subventionnés. Puis je vous dirais que, bon, évidemment, il y a beaucoup d'établissements, par exemple, privés non subventionnés, mais les politiques de ces établissements-là étaient très, 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 très peu disponibles. Donc, pour une certaine uniformité, là, on a vraiment choisi de se concentrer sur ces politiques-là. Bon, pour la méthodologie à proprement dit, donc, on a vraiment fait comme cette analyse-là en 2 phases. La première phase, c'était plus une phase de repérage. Donc, on a identifié et codifié dans un logiciel qui s'appelle NVivo, là, pour les personnes que ça intéresse, mais c'est un logiciel d'analyse qualitative, mais dans lequel on peut aussi faire un petit peu d'analyse quantitative. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est ça, on a identifié et codifié tous les extraits qui comportaient une mention de la diversité sexuelle et de genre en portant une attention aux mots et expressions suivants. Donc, à chaque fois qu'il y avait orientation sexuelle, identité de genre ou même juste genre, diversité, minorité, minorisé, etc., opprimé, oppression, discrimination, discriminé, discriminatoire, hétéronormativité, sexualité, sexisme, etc., cissexisme, cisgenre, cisgenrisme, cis-hétéronormatif, etc., puis tout ce qui était en lien avec le sexisme, cissexisme, sexisme. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, tu peux enlever merci. Donc, c'était vraiment là, de lire la politique en entier, puis vraiment codifier les extraits selon la section dans laquelle se trouvait pour vraiment comme faire une espèce de tri. Puis ensuite, la deuxième chose qu'on a identifiée, c'était les éléments hétéro-cis-normatifs. Donc, à titre de rappel, ça serait tous les passages où on présuppose le genre d'une personne, où on présuppose un rôle selon un genre, où on présuppose l'orientation sexuelle de personnes selon leur rôle, etc., où l'on supporte la binarité des genres aussi, ou des orientations sexuelles. C'est assez intuitif ici, donc je n'ai pas de liste précise d'éléments qu'on cherchait à identifier, mais étant donné que moi et C sommes 2 personnes qui ont quand même une bonne connaissance de ce que c'est ces éléments-là, ben, on discutait beaucoup entre nous pour discuter qu'est-ce que tu en penses, tout ça, mais ça a vraiment été un processus assez évolutif aussi. Donc ça, c'était vraiment la première phase de la méthodologie. Puis dans la deuxième phase, donc une fois qu'on a fait vraiment ce repérage-là, on a tenté d'identifier des patterns. On dirait que je ne pense pas un mot en français, pattern. Bref, c'était de voir dans quelles circonstances et dans quel but on avait ces différentes mentions-là, dans quelle section, à quelle fréquence, pourquoi, où c'était le plus souvent nommé, c'est ça, dans quel contexte, dans quel but, etc. Puis après ça, un petit peu la même chose pour les stéréotypes ou les éléments hétéronormatifs. On a essayé d'identifier
c'était quel type de stéréotypes qui revenaient, à quelle fréquence, dans quelle section, dans quel contexte. Puis, on a fait un regroupement de tous ces extraits-là selon différentes catégories qui sont ressorties, que c'est va vous présenter dès maintenant. Merci, Liane. Donc, on va faire la suite concernant le corpus. Donc, ça s'est finalement composé de 63 politiques, 45 établissements publics, 3 affiliés à des ministères et 15 privés subventionnés. Donc, nous, on s'intéressait à les mentions DSG. Donc, toutes les politiques, sauf une, contenaient au moins une mention de la diversité sexuelle et de genre. Donc, je vais vous mettre le petit tableau. Soit 59 sur 63, qui en contenaient au moins 2, et environ un tiers des politiques en contenaient 3 et plus, et le nombre maximum qu'on a trouvé de mentions, c'est 6. Donc, nous, suite à ça, on a identifié 2 catégories de contextes dans lesquelles on retrouve les mentions de la diversité sexuelle et de genre. Donc, la première grande catégorie de contexte, c'est quand il est indiqué que la politique doit tenir compte des personnes ou des besoins des personnes de la diversité sexuelle ou de genre. Donc, on vous a mis la phrase ici qui se trouve en général pour cette indication à quelques expressions près. Je vais vous la lire rapidement. Donc, dans l'application de la présente politique, le Cégep porte attention particulière aux personnes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel, telles que les personnes minorisées par l'orientation sexuelle et leur identité de genre. Et il y a ici d'autres excès de groupes minorisés qui sont mentionnés. Donc, 50 politiques sur 60 contiennent cette indication qui se retrouve soit dans le préambule, qui est au début, soit dans l'introduction, ou des fois un petit peu plus loin dans ce qu'on appelle le champ d'application. Donc, d'abord, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une exigence de la loi 22.1. Donc, c'est quand même surprenant que 13 des politiques qu'on a analysées ne contenaient pas cette indication-là. Sinon, c'est effectivement une mention qui est importante, mais elle est toutefois insuffisante. Donc, en effet, ça pourrait être pertinent de dire comment la politique tient en compte de manière un peu plus concrète, parce que si c'est la seule indication qu'on a, ça peut vraiment être sujet à interprétation. Donc, par exemple, si une politique reprend une formulation semblable pour indiquer que les processus d'accueil et de traitement de signalement d'un événement de VAX ou d'une plainte doivent se tenir compte des besoins des personnes à diversité sexuelle et de genre. On trouve que ça, c'est un potentiel qui est intéressant et donc qu'on devrait viser à en faire plus. Pour 18 des politiques, on retrouve le même type de mention dans la section portant sur les mesures de prévention et de sensibilisation. En gros, ce que ça dit, c'est que la politique elle reconnaît que certaines personnes, dont les personnes à diversité sexuelle et de genre, peuvent être plus vulnérables au VAX et qu'elle, donc la politique, doit, ici l'extrait, mettre à la disposition de tous ceux qui fréquentent l'établissement ici de l'information sur cette réalité par le biais de capsules diffusées de temps à autre dans des médias écrits et électroniques. Il invite les personnes plus vulnérables à échanger sur leur situation avec le personnel responsable du guichet unique. Donc, parmi les 18 politiques, il y en a 2 qui donnent des exemples précis de contenu spécifique à la diversité sexuelle et de genre, sur lesquels pourraient porter ces réflexions. Donc, nous, on pense que c'est un potentiel intéressant de mentionner les activités de prévention et de sensibilisation qui doivent tenir compte des personnes à diversité sexuelle et de genre et de leurs besoins. Par contre, si on lit le deuxième extrait ici, bien, on a tendance à trouver que ça manque un peu de clarté. Donc, ici, l'extrait, c'est que la politique retenait en mettant en disposition, bon, c'est l'extrait que j'ai lu tantôt, pardon, bien, on trouve que ça manque de clarté parce qu'il n'y a pas d'exemple qui est précis sur le contenu comme le fait 2 autres des politiques. Donc, ça serait donc une excellente idée d'inclure ça pour que ça prenne son espace, mais ça ne prend pas beaucoup de place de donner 1 ou 2 exemples spécifiques. Ensuite, l'autre grande catégorie où on leur trouve des mentions de la diversité sexuelle et de genre, c'est dans les définitions de la violence à caractère sexuel. Donc, 63 politiques qui contiennent l'indication que les propos ou gestes visant ou étant reliés à l'orientation sexuelle ou de genre sont considérés comme des gestes à violence à caractère sexuel. Donc, la formulation qui est utilisée ici, elle est presque très similaire ou avec quelques minces variations. Donc, on a ce qui est important qui est souligné, incluant celles relatives aux diversités sexuelles et de genre. Donc, ici, c'est une bonne nouvelle que 60 des 63 politiques l'ont inclus parce que cette définition-là, elle est présente
tel quel dans la loi. Donc, c'est un ajout qui est important parce que ça vient préciser ce qui est considéré ou pas comme une violence à caractère sexuel et ça devient un support pour une personne qui veut porter plainte. Mais au-delà de ça, juste pour la reconnaissance que tel quel, l'événement vécu est une violence sexuelle, que ce soit pour la personne elle-même ou pour que ça soit dans l'objectif de reconnaître qu'on a vécu une violence à caractère sexuel et pour les personnes avec qui on va aller chercher de l'aide. Toutefois, ce qui est encore mieux, c'est quand on rajoute des exemples spécifiques de la diversité sexuelle de genre, ce qu'on fait dans 11 des politiques sur 63. Donc, les exemples sont généralement présentés sous forme de liste, comme on a déposé ici. Donc, on a sexisme, misogynie, homophobie, transphobie, etc., qui sont plus communes et ce qui concerne les exemples spécifiques à la diversité sexuelle et de genre. Le dernier contexte où on a trouvé des mentions, c'est dans les ressources. Donc, certaines politiques ont rajouté en annexe des ressources concernant les violences à caractère sexuel ou bien spécifiques à la diversité sexuelle et de genre. Donc, 25 de ces politiques-là étaient des références générales et il y en a 3 qui ont inclus des ressources spécifiques à la diversité sexuelle et de genre, par exemple Interligne. Donc, nous, on pense que c'est une inclusion qui est vraiment importante et que ça devrait être systématique, en plus de ne pas prendre énormément de place dans ce type de document-là. Donc maintenant, comment se manifeste l'hétérocisnormativité dans les politiques? Nous, on a trouvé 3 manières par lesquelles les politiques reproduisent les discours hétérocisnormatifs. Donc d'abord, même si un peu plus de la moitié des politiques, soit 38 d'entre elles, qui utilisent un langage dit inclusif, en féminisant au moins dit partiellement, mais par contre, il y a certaines des politiques, qui sont 25 d'entre elles, qui adoptent un langage non inclusif et qu'il y a même 10 de celles-ci qui inclut une mention explicite selon laquelle l'utilisation du masculin va être utilisée pour alléger le texte. Donc, pour nous, l'utilisation du masculin dans l'objectif d'alléger le texte, c'est une pratique sexiste et cissexiste qui invisibilise à la fois les femmes, mais aussi les personnes non-binaires ou aussi la diversité sexuelle et de genre. Donc, dans un contexte où on parle plus d'un enjeu, soit des violences à caractère sexuel qui touchent, oui, de manière proportionnée les femmes et les minorités de genre, l'utilisation du masculin générique nous semble particulièrement inappropriée. Donc, il y a plusieurs façons de féminiser, comme la rédaction dite épicène, donc on évite des mentions de genre, la féminisation ostentatoire, où on va dire les étudiants et étudiantes, ou les doublets abrégés, comme avec le fameux trait d'union ou le point. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus sur la meilleure manière de faire, mais c'est toutefois bien mieux que l'utilisation du masculin dans l'objectif d'alléger le texte. Donc, concernant les définitions, au contraire de ce qu'on a souvent vu dans la littérature, dans les politiques que nous, on a analysées, les définitions ne sont pas explicitement cis-hétéronormatives, comme on l'a nommé tout à l'heure. En effet, la définition proposée dans la loi 22.1 ne contient pas d'éléments explicitement hétérocis-normatifs. Par contre, ce qu'on retrouve dans les mêmes traces, c'est une manière plus subtile. Donc, dans les définitions de la VAX, ici, c'est vraiment la formulation combinée à la féminisation et non du reste de la politique qui reproduit un stéréotype principalement hétérosexiste. Donc, ce que vous voyez, c'est comme une deuxième partie de la définition de la VAX qui a été ajoutée à certaines des politiques, donc à peu près 38 d'entre elles. Le problème ici, c'est que le mot « victime » réfère au féminin et que le mot « agresseur » réfère au masculin. Ça va perpétuer le stéréotype hétérosexiste qu'on vous a parlé, selon lequel les vagues se passent tout le temps dans un contexte hétérosexuel où la victime est une femme et l'agresseur un homme. Bon, oui, le mot « victime » en français, c'est féminin et que le mot agresseur est masculin, mais il n'y a pas eu d'effort de féminisation pour essayer de déconstruire. Donc, dans le cas où la politique, elle n'est pas féminisée, on peut dire, OK, ils n'ont pas féminisé, c'est normal, mais dans le cas où les politiques sont au moins partiellement féminisées, c'est problématique parce qu'on ne sait pas si c'est un renforcement du stéréotype ou non. La solution, en fait, elle est assez simple parce que ce qui se retrouve entre parenthèses, on peut d'abord, premièrement, l'enlever. Puis pour la deuxième mention, c'est facile de rendre ça épicène. Puis on va vous donner un exemple un peu plus tard.
Donc, c'est important de se rappeler que la langue, particulièrement la langue française, qui est excessivement genrante, elle a un pouvoir et que c'est important de se rappeler que ce pouvoir-là dans les mots s'installe aussi dans notre culture et dans comment on travaille avec les VAX. Le troisième type de manifestation, c'est une manifestation claire du cissexisme. Donc, 11 des politiques soulignent la binarité des sexes ou bien des genres selon la façon dont c'est formulé. Donc, un des exemples est justement la formulation de l'utilisation du masculin pour alléger le texte présenté ici. Donc, c'est quand on parle de la nécessité d'avoir des intervenants et intervenantes des deux sexes ou bien la formulation de ce genre concernant cet enjeu-là. Donc, d'abord, il faut souligner qu'il y a une confusion parfois ou une fausse association entre sexe et genre. Donc, d'une part, quand on parle de sexe, qui est compris comme un système de classification biologique binaire, alors qu'on sait qu'il y a des travaux comme Anne Fausto-Sterling qui ont souligné la diversité génitale, hormonale, chromosomique. Donc, ça, c'est d'une part pour quand on veut parler du sexe. Et d'une part, quand on veut parler du genre, comme les travaux de Judith Butler, qui ont expliqué que le genre, c'est une construction sociale. Donc, la conception du sexe et du genre dans notre système social s'inscrit dans cette matrice cis-hétéronormative. Donc, cette matrice-là, ce qui est entendu, c'est que toute personne serait cisgenre, aurait une concordance avec le sexe et le genre assigné à la naissance, en plus d'une attraction sexuelle et romantique envers les personnes cisgenres du genre opposé. Donc, il est important qu'il y ait un effort de déconstruction de cette matrice-là dans le cadre des politiques et dans les pratiques aussi des milieux collégiaux pour mieux servir les personnes à diversité sexuelle et de genre. Donc, il ne suffit pas d'avoir des intervenants et intervenantes cis et hommes et femmes pour répondre aux besoins dits diversifiés parce que la diversité, elle est bien plus grande que ces deux intersections d'individus. Donc, nous, on ressouligne que la formation des intervenants et l'effort d'engager les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre devient donc beaucoup plus clair et prometteuse pour desservir des services adaptés et à l'écoute qui ne prend pas pour acquis le sexe assigné à la naissance, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et romantique de quelqu'un. Je prends un petit gorgée d'eau. Donc, outre les éléments obligatoires selon la loi qui sont à mentionner que l'application de la politique tient compte des besoins des groupes plus à risque, donc les personnes à diversité sexuelle ou de genre, et que les inconduites relatives à l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont considérées comme la violence à caractère sexuel, voici les recommandations qu'on va proposer. Donc, d'abord, on tient à souligner que on n'est pas les premières personnes qui vont faire ce type de recommandations-là, mais même si on les répète, c'est parce qu'on constate qu'il y a un manquement à cet égard-là dans notre analyse. Donc, d'abord, on pense qu'il est nécessaire que les membres du comité s'engagent dans une réflexion approfondie concernant l'inclusion des groupes marginalisés, dont les personnes à diversité sexuelle ou de genre. Donc, il y a des changements qui vont prendre plus de temps, puis qui vont prendre aussi plus de volonté des autres. Et ça va demander de l'implication de la part de beaucoup de personnes, voire toute la communauté, mais c'est en parlant de manière ouverte et en s'impliquant que ça commence. Ceci dit, on reconnaît aussi qu'un des enjeux qui limite les établissements, c'est souvent le manque de ressources. Donc, que ce soit le temps, le personnel, l'argent, les ressources, c'est vraiment à la base pour produire ces changements-là. Puis on comprend que parfois, on fait avec ce qu'on peut. Donc, nous, on recommande d'inclure des personnes à diversité sexuelle et de genre dans le processus de création, dans le processus d'évaluation et de révision de la politique, des politiques, et de collaborer avec des organismes communautaires spécialisés aux besoins. Ça permet de s'assurer de couvrir nos angles morts parce que les personnes non concernées par ces enjeux-là, parfois, ne voient pas c'est quoi les éléments qui ne fonctionnent pas ou certains détails qui pourraient leur échapper. Donc aussi, nous, on va recommander d'ajouter une phrase toute simple visant à définir qu'est-ce qu'on entend par la diversité sexuelle ou de genre ou une minorité sexuelle ou de genre. Donc ça permet de s'assurer que tout le monde sait de quoi on parle et ça va en plus offrir une visibilité supplémentaire, particulièrement pour les réalités des personnes trans et non-binaires qui sont souvent effacées, voire oubliées. On recommande aussi d'utiliser un langage inclusif, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Aussi, on recommande d'éviter toute représentation binaire du sexe, du genre ou de l'orientation sexuelle ou romantique. On recommande aussi de dégenrer les définitions, donc par exemple celle des VAX, et d'indiquer que
que ça s'applique peu importe le genre et l'orientation sexuelle des individus impliqués, mais aussi de trouver une manière de mentionner explicitement le caractère genré des VAX et même possiblement de nommer les systèmes d'oppression impliqués. Ça va enlever le focus sur le genre des individus impliqués, tout en reconnaissant la place systémique du sexisme et d'autres systèmes d'oppression, parce que de toute façon, une violence qui est exercée par une femme ou une personne non-binaire est aussi ancrée dans le même système ou de ces systèmes d'oppression. Donc, ici, on a un exemple. Donc, réflexion, une suggestion à réflexion. Donc, je vais vous la lire. Bien que les violences à caractère sexuel comportent un caractère genré et affectent disproportionnellement les femmes et les minorités de genre, cette définition s'applique peu importe l'âge, le sexe, le genre, la culture, la religion, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle des personnes impliquées, peu importe le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il a été fait, et quelle que soit la nature du lien existant entre les personnes impliquées. Aussi, pour violence sexuelle, ce qu'on propose, c'est la violence sexuelle est influencée par des formes croisées d'oppression et de discrimination, y compris, mais sans illimiter, le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, le capacitisme et le classisme. Je vais faire juste une petite parenthèse ici. Dans le fond, la définition qu'on a indiquée ici là, en tant que suggestion, vous voyez que les éléments qu'on a mis en gras et soulignés, c'est les éléments ajoutés. Dans le sens que le reste de la définition, c'est exactement la même chose qui se retrouve déjà dans les politiques. Donc, on peut voir que la différence entre les deux est vraiment pas grande, mais ces petites nuances-là, elles permettent vraiment, d'une part, de souligner certains éléments importants, tout en évitant le caractère genré, comme quand on a vu tout à l'heure l'exemple qu'on vous avait donné où il y avait écrit entre parenthèses victime et agresseur, puis qu'à la fin de la définition, il y avait aussi la nature du lien existant entre la victime et l'agresseur. Donc, c'est vraiment des petites nuances, mais c'est en changeant ces tout petits éléments-là qui, ceci dit, n'étaient pas dans toutes les politiques. Mais bref, c'est vraiment en changeant ces tout petits éléments-là que finalement la politique, elle devient, que la définition, finalement, elle peut en tout cas devenir un tout petit peu plus adaptée, finalement. Excuse-moi, vas-y. Pas de souci, merci Liana pour la spécification. Prochaine recommandation. On recommande d'ajouter des exemples de manifestations qui sont spécifiques à la diversité sexuelle et de genre, comme on l'a mentionné précédemment. De la même façon, on recommande aussi d'ajouter des exemples de contenus spécifiques à la diversité sexuelle et de genre à aborder, que ce soit dans le cadre d'activités de formation, de prévention ou de sensibilisation. Aussi, inclure des ressources spécifiques pour les communautés et aussi selon la région, à savoir qu'est-ce qui est proche et loin de nous pour les gens issus de la diversité sexuelle et de genre. Et enfin, s'assurer de diffuser la politique, la rendre intelligible et accessible pour que tout le monde soit en mesure de la connaître et savoir comment l'utiliser et comment défendre ses droits ou simplement s'y informer. Réflexion finale, je te laisse aller. Oui, merci. Je veux juste... un petit bug. Bon. Fait que, finalement, en conclusion, pour être bien honnête, après ce que j'avais lu dans la littérature, quand on a procédé à l'analyse des politiques, de ces politiques-là, personnellement, j'ai été franchement agréablement surprise. Dans la mesure où, oui, on retrouve certaines traces de normes et d'oppression sexistes, cissexistes, hétérosexistes, mais je pense que comparé à ce que ça aurait pu être, ou en tout cas, comparé à ce qu'on a déjà vu dans la littérature, franchement, je trouve qu'il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait. Et je répète encore une fois que je pense qu'il faut vraiment souligner ce travail-là des personnes militantes, des représentations qui ont été faites par les personnes et les groupes militants, puis aussi des chercheurs qui finalement ont mis de l'avant certaines données dont les personnes de la diversité sexuelle et de genre sont surreprésentées dans ces problématiques-là. Donc, je pense que tout ce travail-là a vraiment permis de
qu'on travaille tout le monde ensemble, puis qu'on réussisse à identifier certains éléments, puis qu'on fasse attention, parce que visiblement, je pense qu'il y en a un gros travail qui a été fait dans l'objectif, dans l'optique de cette inclusion-là. Donc, tu sais, puis bon, ceci dit, fait que voilà, on reconnaît vraiment ce travail-là. Ceci dit, dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, les politiques ont vraiment intégré ce qui était demandé par la loi, ni plus ni moins. Comme on l'a dit, on reconnaît que le travail des établissements puis du comité permanent qui est dans les établissements, qui doit travailler à faire la politique et tout ça, ces personnes-là ont eu souvent très peu de temps pour se pencher sur la politique, pas beaucoup de ressources. Et donc, tout ça, c'est fait dans un contexte un peu, là, c'est obligatoire, c'est vite, il faut se dépêcher et tout. Fait qu'on comprend tout à fait que des fois, ben, on a pris ce qui était proposé, puis on est allé justement, on ne voulait pas aller trop loin non plus, par peur peut-être, des fois d'inclure des choses qui auraient au contraire été moins bonnes. Mais bref, c'est quand même, il y en a des établissements puis des politiques qui ont inclus quelques petits éléments de plus. Par exemple, justement, comme on le disait, les exemples ou les ressources communautaires spécifiques à la diversité sexuelle et de genre. C'est vraiment ces tout petits ajouts-là, finalement, qui peuvent faire une petite différence. L'autre chose, je pense, c'est que bien qu'on reconnaisse que les comités aient pu manquer de temps, on pense que pour qu'il y ait une réelle inclusion des personnes de la diversité sexuelle et de genre, il faut vraiment s'arrêter puis y réfléchir en tant que comité, mais en tant qu'établissement aussi, puis d'inclure vraiment des personnes de tout, donc des étudiants et étudiantes, des personnes à la direction, des professionnels, des personnes dans l'enseignement et tout ça. Je pense qu'il faut vraiment le prendre ce temps-là puis réfléchir quelle place on peut leur donner, comment on peut leur donner cette place-là, oui, par la politique institutionnelle, mais pas seulement par la politique institutionnelle, parce qu'évidemment, c'est très bien d'avoir une politique institutionnelle des VAX qui est super inclusive, mais après, si dans le reste de l'établissement, il y a des choses qui viennent un peu en contradiction avec ça, ben c'est malheureux, mais il peut y avoir des clashs, là, mais ça peut causer des éléments problématiques. Donc, avec la suite du projet Alliance, là où aujourd'hui, on vous a vraiment donné des recommandations qui sont un petit peu plus spécifiques aux politiques institutionnelles, mais avec la suite du projet Alliance, il y aura éventuellement des recommandations auxquelles vous allez pouvoir avoir accès, mais qui sont plus globales, donc pas seulement pour les politiques, mais vraiment pour tous les 4 axes qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport à la loi. Puis oui, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que, tu sais, je pense que pas juste dans les milieux d'enseignement collégiaux, mais vraiment dans beaucoup de milieux au Québec, il y a vraiment un gros travail, je pense, d'inclusion pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Par contre, on a encore, je pense, collectivement, une espèce de représentation mentale dans laquelle les personnes victimes de violences sont des femmes, puis dans laquelle les personnes agresseurs sont des hommes. Puis oui, on le sait que cette représentation-là, elle est basée sur des faits, mais il reste qu'il faut nuancer cette perception-là parce que ça invisibilise définitivement les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Puis il y a moyen, comme on vous l'a montré dans l'exemple tout à l'heure, de nommer le caractère genré tout en n'invisibilisant pas ces personnes-là. Puis oui, c'est un défi définitivement, et là, je reprends une citation que Lynn Chamberlain, que j'adore, mais le défi, c'est ça, c'est de visibiliser le vécu et les enjeux propres aux personnes de la diversité sexuelle et de genre, mais sans oublier le rôle et l'importance du sexisme et du patriarcat, de ce système d'oppression-là, vraiment là, dans ce que ça a lieu avec la violence.
Et ce que Lynn disait, c'est, en termes clairs, la déconstruction critique de l'hétéronormativité d'une politique ou d'un programme ne doit pas servir de prétexte à des dérives antiféministes. Donc, je pense que, puis elle dit, complexifier la problématique des violences sexuelles, ça va être nécessaire. Alors, il ne faut pas essayer, je pense qu'il ne sert à rien d'essayer de simplifier et de réduire. Au contraire, il faut juste essayer de voir un petit peu plus, quitte à rajouter des petits éléments ici et là. On a tout à gagner, je pense, là, de le faire de cette manière-là. Ben alors voilà, c'est tout.